Au jour 9 de la campagne, Pierre Poilievre, qui ne veut pas changer de discours et de plan de campagne malgré les critiques qui viennent de l'intérieur de son parti. Mark Carney, qui, lui, a sa part d'ennui, notamment en ce qui a trait aux Français et à son approche du Québec. Le Bloc, qui peine à se tailler une place dans l'actualité en ce moment. Et le NPD, qui semble en chute libre. Question, et si cette campagne électorale encore bien jeune pouvait encore nous réserver des surprises? Que la joute commence. Mesdames, Messieurs, bonjour avec nous pour amorcer la semaine. À la joute, vous reconnaissez Gaétan, Yasmine et Mathieu. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Alors, donc, quand même, déjà le jour 9 de la campagne. Si vous le voulez, tout de suite, on va aller retrouver Raymond Filion qui suit ça de minute en minute, toutes les activités électorales en ce moment. Bonne fin de journée, Raymond. Donc, commençons dans l'ordre. Parlons de Mark Carney qui, je le disais, là, malgré les sondages, on y viendra un peu plus tard, mais malgré les sondages, a lui aussi sa part d'ennui en ce moment. Encore Mark Carney, le français aujourd'hui, Paul, ça ne le lâche pas. Aujourd'hui, par exemple, il dévoilait en Ontario, M. Carney, sa promesse du jour qui est de créer une nouvelle agence gouvernementale pour accélérer la construction d'habitations au Canada. Ça devait s'appeler, c'est ce qu'on nous a annoncé ce matin, ça devait s'appeler Bâtir Maison Canada. Et là, ça a donné lieu à un torrent de moqueries sur les réseaux sociaux, entre autres des gens qui ont dit que ça sonne pas mal comme E.T. téléphone maison. Alors, en début d'après-midi, les libéraux ont annoncé un changement. Finalement, l'organisme va s'appeler Maison Canada. Ajoutez à ça la loi 96. Vous savez que vendredi après-midi à Montréal, M. Carney a dit que s'il devient premier ministre, s'il demeure premier ministre au terme des élections, un gouvernement sous sa gouverne va participer à la contestation de la loi 96 au Québec sur la protection du français. Aujourd'hui, il a été appelé à préciser sa pensée. Il a dit que ce n'est pas tant la loi comme telle pour protéger le français qui l'ennuie, c'est un aspect bien particulier. Écoutez-le. Il n'y a pas de problème. Je comprends l'objectif et je comprends bien l'importance de renforcer, de promouvoir, de protéger la langue française. Et mon gouvernement a une malaise avec l'utilisation préventive de la clause non-obstant. On vient de l'entendre. Ce qui l'ennuie, M. Carney, dit-il, c'est le recours préventif à la clause dérogatoire de la Constitution. Il dit que ça ne devrait pas exister, les gens ne devraient pas s'en servir. Alors, c'est à suivre. Il y a Yves-François Blanchet, le chef du Bloc, qui faisait campagne à l'Est de Québec aujourd'hui. Il a été appelé à réagir. Vous allez l'entendre. M. Blanchet dit que M. Carney ne passe pas assez de temps depuis le début de la campagne en sol québécois. La campagne de M. Carney, elle est canadienne. Il parle en anglais. On a besoin ici d'avoir un peu de présence de quelqu'un qui, bon gré, mal gré, dans mon cas mal gré, veut être le patron du Québec. Bon, et aussi, il y a cette autre controverse concernant son candidat d'origine chinoise dans un des grands comtés de Toronto, le Markham. Donc, ce candidat libéral qui est maintenu en poste comme candidat libéral, malgré des propos plus que discutables qu'il a eus à l'égard d'un autre candidat conservateur, celui-là. Oui, dans la même région de Toronto. Vous voyez le candidat dont il est question, qui est au cœur de cette controverse. Il s'appelle Paul Chiang. Au mois de janvier, M. Chiang a dit à des médias chinois que les gens dans la région de Toronto devraient se rendre au consulat général de la Chine dans la ville-reine pour dénoncer un rival conservateur qui s'appelle Zhou Te, qui est recherché actuellement par le régime de Pékin en raison de ses nombreuses critiques envers le régime communiste chinois. La Chine offre une récompense de 184 000 $ à toute personne pouvant mener à son arrestation. Et M. Chiang a dit, allez au consulat chinois, dénoncez-le, va se faire arrêter, vous allez avoir la récompense de 184 000 $. Alors, c'est toute une controverse, évidemment, surtout à cette époque où on parle beaucoup d'ingérence étrangère au Canada. Or, M. Carney, le chef du Parti libéral, refuse de montrer la porte à son candidat, on peut l'entendre. J'ai parlé avec M. Chiang pendant le week-end. Il a renforcé ses excuses. C'est une situation, c'est regrettable, mais il va continuer avec sa campagne. Une députée libérale a encouragé les gens de donner un citoyen canadien
au gouvernement chinois pour qu'il puisse être tué. Et M. Carney garde en place ce candidat, ce qui est incroyable. M. Carney ne va jamais se tenir debout contre les gouvernements étrangers parce qu'il est compromis. Je pense que ça, c'est inquiétant, tellement inquiétant. C'est grave. Il a choisi de protéger son parti au lieu de son pays. Bon, voilà pour cette affaire-là. Raymond, parlons maintenant des conservateurs. Tout ce qu'on a appris en fin de semaine, il y a beaucoup de tensions à l'intérieur même de l'organisation conservatrice. Donc, tous ne sont pas d'accord avec la façon de mener la campagne, ne sont pas d'accord avec le plan de campagne de M. Poilievre. Vous savez ce que c'est, Paul, en politique? Il y a toujours de la tension dans les partis politiques, sauf que quand ça va bien, on n'entend pas les gens critiquer, quand les sondages sont bons. Or, quand les sondages deviennent moins bons, comme c'est le cas actuellement pour le parti de Pierre Poilievre, bien, les gens commencent à maugréer sur la place publique et c'est en plein ce qui est en train de se produire. Il y a bien des gens dans l'entourage de M. Poilievre, à l'intérieur de la machine de guerre conservatrice, qui voudraient notamment que le parti adapte son discours. On estime qu'on ne mise pas sur les bons thèmes nécessairement dans cette campagne, surtout avec les menaces de Donald Trump, les fameuses menaces de tarifs douaniers. Pierre Poilievre a dit ceci là-dessus aujourd'hui. Il y en a qui disent que je devrais arrêter de parler du doublement du coût de logement après la décennie perdue des libéraux. Il y a certains qui disent que je devrais juste arrêter de parler de la vague de criminalité que les libéraux ont provoqué avec la libération automatique. Je vais continuer de parler des vrais défis quotidiens des Canadiens. On va défendre les Canadiens. On va continuer de proposer les mêmes politiques que j'ai supportées toute ma vie. Donc, Pierre Poilievre qui persiste et signe dans sa campagne. Raymond, il référait les sondages. Vous voyez le sondage Nanos qui est fait à chaque jour, notamment pour le Globe and Mail, guettant. Donc, il semble y avoir une avance qui non seulement ne diminue pas, mais au contraire s'accroît en faveur des libéraux en ce moment. Oui, dans une certaine mesure, c'est étonnant parce que ça l'est ou ça l'est pas. Alors, c'est sûr que jusqu'après-demain, là, l'élément le plus important dans la politique canadienne va être les États-Unis. Alors, Mark Carney bénéficie de ça, puis on le voit dans les sondages. Maintenant, dépendamment de ce qui va se passer dans les 2 prochains jours et compte tenu du fait, et on le voit dans le reportage qu'on vient d'entendre, on voit bien que l'ennemi de Mark Carney, c'est Mark Carney, particulièrement au Québec. Alors moi, je pense qu'avec, par exemple, l'histoire de son député, là, M. Chang, je pense que c'est une erreur. Il y a des gens à qui on aurait montré la porte pour beaucoup moins que ça. Alors, lui, avec le temps, si Mark Carney n'arrive pas à redresser ce genre de faux pas-là, bien, l'écart va se rétrécir et là, les circonstances donneront raison à Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, là, s'il pourrait il pourrait parler des vrais enjeux, selon lui, et arrêter de dire les libéraux, les 10 ans, ça tombe sur les nerfs de tout le monde qui entend ça, alors qu'il s'adresse à des problématiques réelles qui sont éclipsées par Donald Trump et qui pourraient être modulées à partir de dans 2 jours. Alors, là, pour le moment, c'est un sondage qui est compréhensible, mais je ne suis pas convaincu que dans la campagne actuelle, ça va se maintenir. Ça pourrait très bien se rapprocher. Et je l'ai dit, mon début de campagne, les libéraux bénéficient de Mark Carney, mais surprenons-nous pas si à la fin de la campagne, il y a un gouvernement minoritaire d'un bord ou de l'autre. Tiens. Revenons à Mark Carney plus spécifiquement et à la question du Québec et de la langue française et de la culture québécoise. Mathieu a été un des premiers, a été très rapide sur la gâchette, sur ce programme. Comment ça s'appelle? Bâtir Maison Canada. Bâtir Maison Canada. ET, téléphone, maison. Oui, Mark Carney parle mange banane. comme E.T. Non, mais moi, c'est que ça m'a frappé parce que je pense que ça, pour à peu près tout le monde qui a un peu une culture cinématographique des années 80 traduit en français, là, dire ET Canada, maison, bâtir Maison Canada, ça sonne pareil. Ça frappe immédiatement l'imaginaire. Comme Mark Carney parle pas français ou parle le français médiocre, je pense qu'on en a tous convenu depuis longtemps. OK. Mais il n'y a pas autour de lui des conseillers. Il doit en avoir un qui sait vaguement que le Québec existe, qui doit lui dire « Bâtir Maison Canada », c'est pas le nom d'un programme, quel qu'il soit. Même le fédéraliste le plus enragé au Québec, s'il est minimalement francophone, il est au courant qu'on ne dit pas « Bâtir Maison Canada ».
Donc moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que ça dit beaucoup, non seulement sur M. Carney, mais ça dit beaucoup sur les gens qui l'entourent et même le souci minimal de s'adresser aux Québécois, autrement que dans une mauvaise traduction de ChatGPT. En fait, je pense que ChatGPT serait beaucoup meilleur. Donc ça, moi, c'est ça qui me frappe. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, toi, téléphone maison? Là, tu vois quoi là-dedans dans ce qu'on vient de voir? Là? Bien, moi, je vois encore une fois que c'est broche à foin. Encore une fois, qu'il y a de ces détails qui sont qu'on peut facilement voir et corriger avant que ça devienne plus public, mais qu'il n'y ait personne qui fasse ce filtre Québec-là avant que ça sorte. C'est l'absence totale du filtre Québec, du réflexe Québec dans l'entourage le plus rapproché de Mark Carney, qui est absolument inexistant et qu'on le voit jour après jour. Parce qu'ils l'ont corrigé quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, pour maintenant l'appeler Maison Canada, mais le mal est fait. Ils ont démoli le bâtir. On dirait que c'est les gestionnaires de cette campagne intermédiaire, voire primaire, qui se sont dit, ben voyons donc, vous auriez juste pu nous le dire, puis on vous aurait dit que ça veut rien dire, bâtir Maison Canada. Mais là, il est grand temps que les Québécois du Parti libéral du Canada, puis je pense à des François-Philippe Champagne, puis je pense à des Mélanie Joly, puis je pense à des Jean-Yves Duclos, puis à Stephen Guilbeault, qui est lieutenant du Québec, qui mettent leurs mains sur la table, puis dire ça n'a aucune allure. Est-ce qu'on peut mettre un Québécois à côté de Mark Carney pour qu'il développe ce muscle qu'il semble ne pas avoir? Mais en même temps, Gaétan, si tu permets, c'est pas tout le monde qui en parle, mais ça commence à se parler pas mal là, de l'isolement de Carney qui est contrôlé. Vous vous rappelez, Denis Coderre, à l'époque où il était lieutenant de Justin Trudeau, avait démissionné avec fracas, dénonçant, et je cite, la gang de Toronto qui avait le contrôle absolu sur le chef. Gaétan, est-ce qu'on est loin de ça en ce moment? On est exactement là-dedans. Parce que moi, à votre grande surprise à tous et à toutes, là, moi, je trouve qu'il est un peu plus fluide aujourd'hui qu'au début. Alors, il y a quelqu'un qui lui parle en français autour parce qu'écoute, des fois, il n'utilise même pas des articles devant des mots, là. Alors là, il est un peu plus fluide et un peu plus articulé, même s'il a dit preventative, là, qui était un anglicisme évident, là. Il reste pour moi que sa phrase était construite correctement. Mais dans sa campagne, il y a clairement une équipe centrale qui définit les pancartes, les slogans, les ci, puis les ça. Et ça, c'est 100% Toronto, qui ne comprennent rien aux Français, ne comprennent rien au Québec. Et comme ce n'est pas à la case départ un politicien, il n'est pas capable de voir ça, ou il ne le voit pas. Il est capable de le comprendre, mais on ne lui montre pas. Alors, il y a comme une dichotomie dans son organisation. Lui et son esprit et la personne qui lui parle français qui lui permet de l'améliorer. Et l'équipe centralisée à Toronto, de toute évidence, qui ne comprend rien. Et c'est pour ça que je dis, il est son ennemi. Il devrait être capable de voir ça. Il aurait dû être capable de voir bâtir Maison Canada, bien, coudon, là. Ça n'a pas aucun sens, ça, là. C'est ridicule, là. Mais il n'en a pas été capable. Je pense qu'à un moment donné, on peut dire il aurait dû comprendre que ça ne se faisait pas. Mais non. Donc là, à un moment donné, moi, ensuite, que le Canada soit dirigé à partir de Toronto, je ne suis pas surpris. Que le Parti libéral du Canada soit davantage dirigé par Toronto, je ne suis pas surpris. Que le Québec soit périphérique dans la campagne fédérale, je ne suis pas surpris. Que le français soit traité comme une langue optionnelle, je ne suis pas surpris. Ensuite, comme je dis, moi, c'est conséquent avec ma vision des choses. Je suis souverainiste. Mes amis fédéralistes, j'en ai quand même quelques-uns, j'essaie de comprendre comment ils trouvent toujours le moyen de justifier leur adhésion au pays. Parce que là, tu n'étais pas surpris, mais tu nous surprends. Je n'aime pas dire du mal de mes amis, je ne vais pas révéler qu'ils sont fédéralistes. Non, mais un ou deux exemples, Mathieu, ça reste entre nous. Quelconque. Mais quand même. Mais cela dit, je reviens sur ça. Je pense qu'il y a quelque chose... Pour eux, ils sont toujours obligés de s'inventer des nouvelles excuses pour se dire que c'est pas si grave que ça, dans le fond, que le français soit laissé de côté. C'est pas si grave que ça que le Québec soit laissé de côté. Mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça survient au Parti libéral. Bien sûr que non, c'est la première fois, puis ça va arriver encore plus souvent. Vous vous rappelez, bon, évidemment, Yasmine, tu parlais de Paul Martin à l'époque. Rappelez-vous de Justin Trudeau, vous vous souvenez de sa chanson de campagne? La main haute. Juste pour se rafraîchir la mémoire. Bon. Yasmine, vas-y, continue. Non, là, tu m'as mis un verre d'oreille dans la tête qui va pas partir. C'est le même genre de catastrophe. Là. Bâtir Maison Canada, c'est l'équivalent de une main haute version 2025. Là. C'est un manque de sensibilité. Je dirais mais vous ne trouvez pas elbows up? Ça marche au Canada anglais, c'est inspirant de Gordie Howe. Oui, mais elbows up, c'est une expression courante au hockey, mais pas en français. Mais en français. Mais au Québec, là, on dit quoi? Là? On se serre les coudes? C'est ça quelle expression? Ça me semble pas compliqué.
Ben oui, c'est compliqué, parce qu'à un moment donné, je m'excuse, mais comment je peux dire ça? Quand le Québec, dans ton logiciel, premièrement, c'est de moins en moins de comtés au Canada. Les francophones, c'est de moins en moins nombreux. Ils sont de moins en moins essentiels pour gouverner ce pays-là. Donc, on peut continuer à s'indigner comme Québécois en disant pourquoi ils ne tiennent pas compte de nous. Mais à un moment donné, on est de moins en moins présent là-dedans, puis ça va s'accentuer d'une campagne à l'autre. Tu sais, on a accepté Mary Simon, on a accepté Michael Rousseau. On a accepté que la fonction publique fédérale soit de plus en plus anglaise. On a accepté tout ça. Donc, à un moment donné, on a les conséquences. Le premier ministre du Canada, dans quelques années, ne sera plus obligé de même faire semblant de parler français. Regarde, faut juste l'accepter. Raison sur une chose, c'est on a accepté et on a voté pour. Maintenant, pour la traduction, Paul, de elbows up, c'est jouer du coude. Elbows up, là, c'est... Oui, mais c'est parce que dans la Gordillard, les coudes comme ça, puis tassez-vous. Jouer du coude. Oui, c'est ça. Il y a un élément qui est important aussi. Aujourd'hui, M. Carney demeure un cas téflon. Mais en politique, pour le moment. En politique, on peut vite passer du téflon au velcro, là, où chaque chose va accrocher, chaque chose va déranger. Et là, est-ce qu'on va passer au côté velcro à partir du débat? À quel moment le téflon va se transformer en velcro puis que ça va commencer à faire mal à M. Carney? Parce que la vérité, quand on regarde les sondages, même ici au Québec, les Québécois sont capables de pardonner un mauvais français, capables de pardonner le fait qu'il n'ait pas nommé Nathalie Provost par son nom, de mélanger Concordia avec Polytechnique. Ils ont le pardon large, mais ils ont pas, et les Québécois n'aiment pas le mépris. On n'aime pas être méprisé comme peuple. Puis à quel moment ce manque de rigueur va se transformer comme une perception de mépris de la campagne fédérale? Et c'est là où ça va commencer à faire mal aux libéraux fédéraux. Yasmine, tu parlais, est-ce que, dans le cas de M. Carney, il passera de l'effet Teflon à l'effet Velcro ou tout colle, là, on s'entend là-dessus. Parlons de Pierre Poilievre. Quand on y pense 2 secondes, aller jusqu'au 6 janvier, le jour de la démission de Justin Trudeau, rien ne collait sur Pierre Poilievre. Enfin, il caracolait, il survolait les sondages. Rarement a-t-on vu un parti fédéral dominer autant. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, ça fait 2 mois, 2 mois et demi, il y a près de 20 d'avance, Mathieu. 20 d'avance pour Pierre Poilievre. Et là, on regarde, mettons, je te parlais d'une annonce qui donne 8 points. 8 points d'avance au Parti libéral en 2 mois et demi. Dans le cas de M. Poilievre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas non plus. D'après toi, c'est quoi? Ben, moi, c'est juste, à un moment donné, il y a l'élément extérieur que personne ne maîtrise, c'est Trump. Trump, en disant l'annexion et en lançant des rumeurs d'annexion et ainsi de suite, les menaces d'annexion, il a touché une corde sensible au Canada, c'est-à-dire on n'est pas des Américains, au Canada anglais, et le parti du nationalisme canadien, entre guillemets, le parti qui s'entoche dans le drapeau, le parti Capitaine Canada au Canada anglais, puis au Canada, largement, c'est le Parti libéral, c'est pas le Parti conservateur. Le Parti conservateur, c'est autre chose. Mais en même temps, Mathieu, le temps qu'a pris Pierre Poilievre à s'ajuster, à ajuster son discours, son ton, ses propos. Oui, il s'est passé quoi, 4-5 semaines au moins, là? Non, mais moi, la question du ton, je relativiserais. C'est-à-dire, le ton, pour l'instant, de Mark Carney, si je peux me permettre, c'est un ton assez arrogant, désagréable. Non. Il est assez... non, mais il est plus doux, désolé. On me pardonnera de... j'exagère pas. J'ai l'impression, sincèrement, qu'il a un ton désagréable et arrogant. Bon, je le pense. Ensuite, je pense que M. Poilievre a cru pendant 2 semaines de trop que la campagne se mènerait sur des enjeux canadiens. Or, le génie stratégique du Parti libéral là-dedans, c'est de toujours relancer la menace de l'annexion en faisant semblant de la prendre au sérieux, en disant « on est les seuls à pouvoir vous défendre contre cette menace qui est très grave », alors que dans les faits, ça demeure un slogan trumpien. Parce que Poilievre n'a pas pris cette menace-là au sérieux, ça fait en sorte qu'il a été laissé de côté. Non, pas tant que ça, il a été laissé de côté au moment où se cristallisait une peur profonde. Gaétan, comment tu analyses ce qu'on a appris sur les tensions internes au Parti conservateur? Là. Depuis quelques jours, là, c'est clair, il y a des frictions majeures à la tête du Parti conservateur autour de M. Poilievre. Bien, c'est comme Raymond a dit, là, quand ça va bien dans les sondages, on absout tout, puis quand ça va mal, on accuse tout le monde. Écoute, ce qui se passe à Pierre Poilievre, là, c'est l'expression politique du principe de la relativité d'Einstein. Là. Pierre Poilievre, il n'était pas au sommet parce que les gens l'aimaient. Il était au sommet parce que les gens détestaient Justin Trudeau. Alors, le principe de la relativité, c'est le point de référence. Le point de référence de toute la politique jusqu'à ce que Justin Trudeau s'en aille, c'était Justin Trudeau. À partir du moment où il est parti, le point de référence change. Trump qui arrive, Carney arrive. Alors, l'amour supposé, présumé de Pierre Poilievre, bien, on se ramasse dessus que c'est pas vrai. Il y a sa base, il n'y a pas tant d'amour que ça dans la population hors sa base, et on se retrouve avec ce que l'on a aujourd'hui. Mathieu a raison, je suis d'accord, c'est très clair.
Trump a ravivé une flamme. Les libéraux, une flamme. Les libéraux jouent bien là-dessus. C'est la politique. Mais Pierre Poilievre, compte tenu du fait que le point de référence a changé, il se retrouve là où il doit être compte tenu de son discours et de son attitude. Je l'ai dit tantôt, il devrait changer ses phrases et arrêter de tout terminer par « les libéraux, 10 ans de ceci, tant qu'à faire, il va nous reparler de Justin Trudeau, de Chrystia Freeland ». Il pourrait énumérer et argumenter son affaire sans le finir de la façon agressante qu'il le fait. Il est lui aussi, en quelque part, un peu son propre ennemi. Mais il peut pas, on ne peut pas changer la perception que l'on a de Pierre Poilievre depuis 2 ans, l'espace de 2 semaines. Les libéraux, ce qu'ils ont réussi, c'est changer le visage. Justin Trudeau, envers qui la colère était dirigée, il est parti. Il y a une nouvelle personne qu'on apprend à connaître pour le meilleur et pour le pire. Or, Pierre Poilievre, lui, on le connaît. Il ne peut pas faire une deuxième bonne première impression. On le connaît, puis s'il essaie de changer, il y aura toujours ce doute-là. Puis le doute, il est fatal en politique. Avoir un doute sur quelqu'un, de dire est-ce qu'il était le gars d'il y a 2 ans ou c'est le gars d'il y a 2 semaines? On n'est plus capable. On n'est pas capable de suivre. Alors, M. Poilievre, la pire des choses qui lui soit arrivées, c'est le départ de Justin Trudeau. Ben oui. Sa campagne a été faite sur le bilan Trudeau. Sa campagne était dirigée contre Justin Trudeau. Sa plateforme électorale était basée sur le bilan des libéraux. Et aujourd'hui, il arrive, il n'a jamais fait refresh à cette campagne-là. Rapidement, sur les tensions de sa campagne, il y a un nom qui revient tout le temps et c'est Jenny Byrne. Jenny Byrne était une très proche collaboratrice et de Stephen Harper. Et évidemment, elle est l'organisatrice en chef de la campagne de Pierre Poilievre. Jenny Byrne a été mise dehors par Stephen Harper en 2015, avant la fin de la campagne électorale, parce qu'il y avait exactement ce même genre de dissension au sein de l'équipe. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est la même personne qui a beaucoup d'ennemis au sein de l'équipe conservatrice qui se retrouve encore une fois sous les feux de la rampe. Mathieu? Mais si je peux bref, juste un mot, moi je trouve que par rapport à M. Carney, il y a quand même un élément. Il a écrit un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a 2-3 ans, peut-être 3-4 ans, Values, où il donne sa vision vraiment. C'est un livre construit, 350-400 pages, où il donne sa vision du capitalisme, de l'Occident, du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit radicalement le contraire de ce qu'il disait dans ce livre-là. M. Carney était solidaire, jusqu'à tout récemment, des politiques de Justin Trudeau. Il en était solidaire. Il était un compagnon de route de Justin Trudeau. Aujourd'hui, il dit le contraire de ce qu'il disait lorsqu'il était avec lui. Donc, je pense qu'on aurait tout intérêt à questionner M. Carney. Vous avez écrit un livre, vous avez écrit cette page-là. Pourquoi, M. Carney, vous contredisez-vous aujourd'hui de ce que vous disiez il y a 3 ans? Pourquoi vous étiez solidaire de Justin Trudeau sur cette politique-là et vous dites le contraire aujourd'hui? Je pense qu'on aurait avantage à cesser de traiter Carney comme la nouveauté du jour, puis lui poser ces questions-là qui me semblent assez élémentaires. Mathieu, Dieu, tu aurais apprécié le face-à-face. Si tant est qu'il... Oui. Ah non, mais c'est pas pour rien qu'il s'en est sauvé. Mais c'est pas pour rien qu'il s'en est sauvé. Une fois, autre question également, que moi j'entends de plus en plus, et qui, un homme qui dirige un parti fédéral qui aspire au pouvoir ne peut pas faire l'économie de la réponse à une question toute simple. Qui serait le ministre des Finances de Pierre Poilievre? Exactement. Affaires étrangères? Qui serait ministre des Affaires étrangères? Yasmine, inexorablement, c'est une question qui rattrape les chefs. Oui. Il est déjà tard, là. Bien, il est tard et il a eu l'occasion de le faire. Il n'est pas là, il n'est pas chef du Parti conservateur depuis 2 semaines ou depuis 1 mois. Ça fait 2 ans. Il y a eu les coups des franges pour présenter une équipe. Non seulement ça, il trônait dans les sondages et il semblait... on ne pouvait pas le rattraper. Donc, il y avait un pouvoir d'attirer des têtes d'affiche pour démontrer la solidité de son équipe. Il s'en est pas servi. Donc, on n'a aucune idée qui serait ministre de la Défense, qui serait ministre des Finances, qui serait ministre des Affaires étrangères. Est-ce que c'est Pierre Poilievre qui va occuper tous ces postes-là? Au jour d'aujourd'hui, on n'en a absolument aucune idée. Et plus que jamais, le Canada a besoin d'une équipe, pas juste d'une personne. Et l'autre question, Gaétan, où était caché Gérard Deltel, par exemple, des gens, des conservateurs du Québec bien en vue, qui sont connus, qui sont appréciés généralement de leurs électeurs, assurément, et tout ça. Mais M. Deltel, qui a été condamné au purgatoire parce qu'il avait appuyé Jean Charest, il n'est pas le seul, là. Oui, exactement. Puis ça, c'est une autre erreur de la part des conservateurs parce que Gérald Deltel, là, puis j'enlève rien à Pierre Paulus, là, mais Gérald Deltel, là, c'est un excellent orateur, c'est un excellent vulgarisateur, c'est un excellent politicien au sens de faire passer ses idées dans la population. Puis bien franchement, Paul, là, en entrevue, il est très dur à coller. Alors, un joueur comme ça, tu l'envoies sur la patinoire. Mais avec Pierre Poilievre, c'est un one-man show tout le temps. Les autres sont presque pas là.
On entend Pierre Paulus au Québec, un gars comme Gérald Deltel, pour les raisons que tu viens d'évoquer, il est sur le banc. C'est complètement ridicule. Mathieu, un mot sur le Bloc québécois. Je le disais d'entrée de jeu, au fond, c'est pas facile pour le Bloc là, cette année de se trouver une place sous les réflecteurs ou dans l'actualité, tellement tout est occulté par ce qui vient de Washington. Ouais, ben, je peux me permettre, le Bloc n'a pas le score idéal, mais il ne s'effondrera pas. Il est quoi, à 26, 28? Ça doit 23, 24, ça dépend des sondages. Bon, mettons-moi ce que j'ai vu, 25, disons autour du quart de l'électorat. Bon, ce qui n'est pas négligeable, dans un contexte, où tout le récit politico-médiatique dit c'est un choc Carney-Poilievre. La question du Québec est laissée de côté. Il y a la grande névrose trumpienne qui fait en sorte que les électeurs laissent de côté leurs préoccupations ordinaires pour se choisir dans leur tête le résistant potentiel à Donald Trump. Donc, dans les faits, que le Bloc réussisse à se maintenir, malgré le fait qu'on ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'ils disent, malgré le fait qu'on laisse de côté des questions spécifiquement québécoises dans la campagne ou qu'on les traite comme des questions secondaires, je trouve que ce n'est pas une performance négligeable. La tendance lourde joue contre le Bloc en ce moment. Par ailleurs, je pense que c'est une élection qui, comme je dis, même au Québec, elle est plus canadienne que québécoise. C'est rare, ça nous arrive à peu près jamais ça. Mais c'est une élection qui va être une élection traversée. Si le Bloc se maintient au terme de l'élection avec 20, 25, 30 députés, ça sera franchement une réussite dans les circonstances actuelles qui pousserait à le balayer. Mais ça, c'est vrai. Mais sauf que il y a loin de la coupe aux lèvres là, pour le moment. Là. Il y a un grand risque. Mais tu as tout à fait raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Et on peut tenir le même discours exposé au carré pour le NPD parce qu'eux risquent de disparaître. C'est une autre question, bien évidemment. Bougez pas. On va aller à la pause. Au retour, on va se parler de deux grandes nouvelles importantes qui ont un impact partout. On ne peut pas passer à côté de Donald Trump là, à 2 jours de l'imposition des tarifs. Lui qui veut un 3e mandat, enfin pouvoir obtenir un 3e mandat, c'est pourtant contre la Constitution, non? Aussi, Marine Le Pen, tremblement de terre politique en France. Donc, Marine Le Pen, condamnée et déclarée inéligible à se présenter aux prochaines élections. Est-ce la fin pour Marine Le Pen? Dans un moment, à la joute. I'm just telling you, I have had 4 people say, please run again. I said, we have a long way to go before we even think about that. Et Donald Trump qui a ajouté « Prenez-moi au sérieux, je prends ça au sérieux. » Là, bien des gens, prétend-il, font pression pour que je me présente pour un 3e mandat. Ce qui est bien sûr contraire à la lettre de la Constitution américaine. Petite recherche ce matin. Toujours agréable lundi matin lire la Constitution américaine. 22e amendement qui a été adopté quand, Yasmine? En mars 1947. Je crois sur parole. Pourquoi? Parce que Roosevelt avait eu 4 mandats. Les Américains se sont dit ça ne se peut plus, ça ne se peut pas. Donc, 22e amendement, vous le voyez, c'est écrit. Aucune personne ne pourra être élue à la présidence plus de 2 fois. Et le reste, au fond, c'est pour dire si un vice-président devient président ipso facto pour décès ou incapacité de son président, si c'est plus de 2 ans, ça compte pour un mandat. Bref, pas possible d'être candidat 3 fois selon la Constitution américaine. Gaétan, qu'est-ce qu'on doit comprendre des propos ou des manœuvres que commence peut-être Trump en ce moment? Bien, voilà. Il commence des manœuvres, puis la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il va aller jusqu'à l'illégalité des manœuvres qu'il y a dans son cerveau? Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans son cerveau. Alors, il est possible de changer la Constitution, évidemment, pour avoir un 3e mandat, mais ça demande des conditions qui sont extrêmes dans le contexte actuel. C'est ça. Mais Gaétan, on va les voir tout de suite pour que les gens comprennent. Donc, la Constitution américaine est ainsi faite que pour arriver avec un amendement ou changer la lettre de la Constitution, il faut donc une majorité des 2 tiers de la Chambre des représentants et du Sénat. Et il faut aussi que les 3 quarts des États des États-Unis, donc 3 quarts des États, les législatures de chaque État, acceptent la modification à la Constitution. Donc, voyez le parcours, là. Yasmine, c'est pire que modifier la Constitution canadienne, ça, là. C'est fou, mais en même temps, on se dit, s'il y a quelqu'un d'assez fou pour mener cette guerre-là, c'est Donald Trump. Ben oui. C'est Donald Trump qui est capable de mener cette guerre-là puis de faire payer n'importe qui serait sur son chemin
et qui résisterait. On n'a qu'à voir l'écrasement des démocrates depuis son arrivée au pouvoir, là, même depuis leur défaite en novembre dernier, pour voir qu'il n'y a pas de réel adversaire à Donald Trump, même lorsqu'il souhaite venir finalement bousculer les règles constitutionnelles pour avoir le pouvoir. Aujourd'hui, moi, j'en ai pas vu tant que ça des démocrates qui déchiraient leur chemise puis qui disaient qu'ils allaient mener cette guerre-là puis que c'est épouvantable. Donald Trump, il a une autoroute devant lui. Tu parles? Bon, non, je crois pas, franchement. Non, moi, je pense qu'on est devant les fanfaronnades habituelles d'un homme qui se voudrait éternel. Mais il ne le sera pas. Je doute pas que Trump aimerait détruire tous les personnages du Mont Rushmore et avoir son seul visage sur le Mont Rushmore comme le grand président américain. Je ne doute pas qu'il y a un culte de la personnalité autour de lui et qu'il l'entretient lui-même. Mais à un moment donné, à moins qu'on considère que les États-Unis, c'est une république de bananes, il y a trop de verrous constitutionnels, institutionnels pour lui permettre de transformer cette fanfaronnade, cette rodomontade en véritable programme. Donc, à un moment donné, je pense que le réel mais il va nous le dire jusqu'à la fin. Je pense que dans 3 ans, il va nous dire « Je pourrais être encore candidat la fois suivante ». Je pense qu'on est aussi devant la figure de l'ogre qui dévore ses enfants. Donc, il ne tolérera pas d'avoir un successeur. Tout ça, je le vois. Mais en dernière instance, je pense que le régime politique américain est plus fort que la personnalité approximative d'un homme qui, manifestement, sur ces questions-là, est dans son propre délire. Est-ce qu'il va-t-il essayer? Oui. Oui, mais à un moment donné, c'est pas ça. C'est que je peux bien essayer de me jeter en bas de la Tour Eiffel et essayer de voler, ça marchera pas. Bon, c'est comme ça. Tu peux pas. Mais il peut essayer de réformer. J'ai pas l'intention de le faire. Va sur la Tour Eiffel, j'en ai pas l'intention. Ça va être correct. Mais il ne peut pas réformer. Il peut pas. Je vois les conditions objectives de la transformation de la Constitution. Il ne peut pas le faire. Donc, ça, on peut en parler pour se faire peur, mais ça n'arrivera pas. En tout cas, c'est la parole du président des États-Unis. Puis on a dit de lui qu'il jamais pourrait être de retour à la Maison-Blanche à cause des procès, mais il est parvenu à tout renverser sur son passage. Mais Gaétan, soyons clairs, là, quand on revoit les conditions, les exigences, devrais-je dire, pour changer la Constitution américaine, la seule façon où Trump pourrait être candidat pour un 3e mandat, c'est un coup de force. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Oui. Et il y a bien des gens qui aujourd'hui parlent de la complétion, du complétement du coup d'État du 6 janvier. Avec Trump, tout est possible et je ne me fierai pas sur le contre-pouvoir de la Cour suprême que lui a réussi à mettre à sa main, là. Alors, je ne dis pas que c'est faisable. Je dis que c'est vrai, dans la Constitution actuelle, c'est à peu près impossible. Donc, il faudrait quelque chose de plus ou moins légal. Ou encore le scénario à la Poutine-Medvedev, là. Alors, on met Vance, ça a circulé beaucoup, là. Ouais. Même ça, c'était très peu probable. Il n'aurait pas le droit. Il n'aurait pas le droit de le faire, effectivement. Mais, un coup de force, on n'est pas à l'abri de ça avec Trump. Puis je suis d'accord avec Mathieu, là. Il va fanfaronner jusqu'au bout. Mais quel bout? Il va fanfaronner jusqu'à temps que peut-être qu'il voit que dans l'opinion publique, ça pourrait passer sa fanfaronnade. Il essaie des choses, il fait ça, et si ça pogne, il va. Maintenant, là, pour le moment, je pense que c'est impossible, mais je ne serais pas surpris qu'il manœuvre en ce sens-là, même si, légalement, actuellement, ce n'est pas possible. Mais vous vous rendez compte de la turbulence annoncée, ne serait-ce que là-dessus, mais poussons plus loin en politique fiction. Imaginons qu'il est candidat pour un 3e mandat. Ça voudrait dire qu'il y en a un autre qui pourrait être candidat aussi, Barack Obama. Vous pensez à ça, là? Ben oui. Oui, mais je pense que son chien est mort. Mais c'est même plus de la politique fiction. C'est de la science-fiction. Trump met de l'avant de la science-fiction aussi, là. Oui, mais c'est à ce moment-là qu'on n'est pas obligé d'entrer dans son délire. C'est-à-dire que, moi, par exemple, l'annexion. Moi, j'ai toujours dit que je ne prenais pas ça au sérieux. Les tarifs, je prenais ça au sérieux. L'annexion, je ne le prends pas au sérieux. Le Groenland, il nous donne de bonnes raisons de nous inquiéter pour prendre ça au sérieux. Très bien. Mais sinon, si on doit prendre chaque déclaration de Trump comme s'il s'agissait de quelque chose de sérieux, on va l'accompagner dans son délire. Et ça, je pense que il faut justement éviter de rentrer dans son récit parce que sinon, on serre ses fins en quelque sorte. Mais on ne peut pas juste ignorer ça puis faire semblant que ça n'existe pas. Quand tu parles du Groenland... on peut ne pas le prendre au sérieux. Oui, mais alors pourquoi on le prendrait au sérieux pour le Groenland puis pas pour le Canada? Qu'est-ce qui justifierait ça quand c'est grosso modo les mêmes propos? Parce qu'on essaie de mettre la tête dans le sable et de dire non, pas à nous. Nous, ça nous arrivera pas. Mais non, il faut être un tant soit peu à l'affût de ce qui peut arriver et de ne pas prendre de la pensée magique puis dire ça se peut pas, on va pas se préparer. Je pense pas que c'est la pensée magique.
constater qu'il y a une base américaine déjà au Groenland, constater que les Américains, pour des raisons géopolitiques qui leur appartiennent, peuvent se dire on va pousser plus loin notre occupation du territoire. Puis ils en parlent depuis un temps, si je peux me permettre. C'est pas nouveau, la question du Groenland, dans la pensée stratégique américaine. Le Canada, si tu es capable d'imaginer la présence des tanks américains à Moose Jaw, à Halifax, à Vancouver, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, je sais pas moi, ce saut me semble sauter dans une autre galaxie. Donc, je prends au sérieux ce qui est inquiétant chez Trump, mais je crains pas les tanks américains à Moose Jaw. Dans la galaxie dans laquelle on est, Mathieu, là, il y a une grande partie de l'Europe qui s'est fait conquérir parce qu'on les a... qui a été conquise parce qu'on les a laissés entrer. Ça s'appelle la Scandinavie. La Norvège, là, l'Allemagne a pris possession avec quelques milliers de soldats. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de bombes, on est rendu loin. Trump, c'est pas Hitler en 1939. Ce que je dis j'aime pas plus Trump que toi, mais c'est pas Hitler en 1939. Il faut juste rester. Je le sais, ça. C'est pas ça la question. La question, c'est que Trump, je suis d'accord avec toi, on ne peut pas disserter ad nauseam sur les élucubrations de Trump, mais on ne peut pas les balayer du revers de la main comme ça non plus. C'est ça, parce qu'au fond, quand on résume, c'est une galaxie près de chez nous. Oui. N'oublions pas ça. Bougez pas. On va aller à la pause. Au retour, Marine Le Pen, tremblement de terre politique en France, donc condamnée et empêchée d'être candidate pendant 5 ans. Mathieu, reste avec nous parce que je veux que tu nous racontes un peu ce qui se passe et ce qui se dit là-dessus. Dans un moment, à la joute. La motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Un extrait de l'entrevue que Marine Le Pen a donnée tout à l'heure aux collègues de TF1 en France. Mathieu, là, pour ceux qui se joignent à nous, elle a été condamnée formellement aujourd'hui par un tribunal pour une accusation de détournement de fonds avec toute l'enveloppe budgétaire de ses députés à Bruxelles, à l'Union européenne. Inéligible pendant 5 ans. Elle ne pourra être candidate nulle part pendant 5 ans. C'est le tremblement de terre en France, là. Oui, absolument. Alors, je précise parce que c'est important de dire détournement de fonds, mais tout le monde rajoute sans enrichissement personnel. C'est-à-dire, c'est pas, elle n'a pas pris de l'argent pour elle ou pour un de ses proches. C'est pas du tout ça. Pour son c'est parti. dans le jugement. Un instant. Ça change c'est dans le jugement. C'est important. C'est-à-dire que c'est pas une espèce de fraude à intérêt personnel. Je te dis un peu l'enjeu de la poursuite. C'est comme si, imagine, tu as 4 millions, par exemple, et tu veux l'utiliser pour tes attachés parlementaires, mais tes attachés parlementaires, ils font pas juste du travail au Parlement de Bruxelles, ils font aussi du travail à Paris, puis ils font du travail ailleurs, aussi pour le parti, aussi pour Bruxelles. Donc ça, c'est l'usage traditionnel de l'argent politique souvent, mais Bruxelles, le Parlement de Bruxelles considère que les attachés parlementaires doivent être comme des fonctionnaires du Parlement européen. Donc, c'est deux conceptions distinctes du travail de l'attaché politique. Et c'est ça l'enjeu. Je précise que ça a touché d'autres partis d'opposition qui sont présents au Parlement européen. Et aujourd'hui, ceux qui ont dénoncé cette décision, c'est pas que les gens du Rassemblement national. François Bayrou, le premier ministre centriste, dit « Je suis troublé par cette décision ». Jean-Luc Mélenchon, l'ennemi absolu de Marine Le Pen, dit « Moi, je veux la battre non pas dans les tribunaux, mais je veux la battre aux élections, dans les urnes ». Donc, c'est une décision qui, pour plusieurs, est vue comme une décision politique. Je termine sur ça, parce qu'on aurait pu à la rigueur la condamner, tout en permettant ensuite d'aller en appel et ainsi de suite, ce qui est un peu la procédure ordinaire. Mais là, il y a un truc qui s'appelle l'exécution provisoire. Donc, ça fait en sorte que le jugement d'inéligibilité qui tombe sur elle, eh bien, il s'applique immédiatement, même si elle va en appel. Donc, ça fait en sorte qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Puis ça, dans la classe politique française, quels que soient les courants, il y a un malaise qui s'exprime aujourd'hui assez vivement. Je dois dire que s'il n'y a peut-être pas d'enrichissement personnel pour Marine Le Pen, mais cet argent-là a notamment servi à payer sa sœur, a permis à payer les concierges, le majordome et le chauffeur de son père. Ça n'a pas duré sur 2 mois ou sur 20 mois et ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'a vécu le Modem, par exemple, où ça a duré un certain nombre de mois pour 200 000 €. On est en train de parler de plus de 4 millions d'euros sur plus de 12 ans.
pour des personnes qui n'avaient rien à voir ni avec la fonction politique. Là, on est en train de parler de... Ben si, c'est dans le procès. C'est le chauffeur de son père, c'est le majordome de son père, c'est sa propre sœur qui ont été payés. C'est son ex-conjoint, d'ailleurs, qui a eu 5 000 € par mois durant des années. Sa sœur qui a eu 4 000 € par mois durant des années. Donc, c'est peut-être pas de l'enrichissement personnel pour elle-même, mais pour sa famille, oui, ça l'était. Maintenant que ça s'est dit, Mme Le Pen, il y a encore quelques années, dans sa plateforme électorale, appelait à quoi? À ce qu'une personne qui soit condamnée pour détournement de fonds puisse être écartée de la vie politique à vie. Alors, qu'est-ce qui s'applique? Pourquoi ça s'appliquait, c'était correct il y a quelques années, puis aujourd'hui, quand ça s'applique à elle, elle n'aime pas ça? Et c'est la même dame qui reproche aux tribunaux de ne pas être assez ferme, mais elle veut qu'il soit ferme pour les autres, mais pas pour elle. Non. Deux poids, deux mesures pour Mme Le Pen et pour toute la droite française. Aujourd'hui, est tombée dans une hypocrisie un peu plus... Non. Mathieu, moi, je regarde la situation de l'extérieur. Un mot, Gaétan, puis je reviens à toi après, Mathieu. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Yasmine vient de dire, parce que de la façon dont tu présentes les choses, là, Mathieu, trois choses. Un, il y a une cour. Alors, est-ce que la cour a été à ce point-là politiquement orientée? Mettons qu'on va être neutre sur ce point-là. Je ne peux pas le juger. Deuxièmement, la réaction des politiciens, là, c'est exactement la réaction de tous ceux qui, peut-être, ont peur de se faire prendre. Ça ne vaut rien, à mon sens. Mais surtout, sur l'argumentaire que tu as amené à savoir qu'elle ne s'est pas enrichie et ainsi de suite, là, regarde, là, elle est allée devant une cour et pour moi, c'est l'équivalent d'un homicide involontaire ou d'un meurtre prémédité. Alors, un des deux est plus grave que l'autre, mais les deux sont illégaux et il y a une sanction au bout. Là, actuellement, à moins qu'on démontre, et elle pourrait éventuellement aller en appel. Je comprends la nuance avec le fait qu'elle ne pourrait ne pas se présenter, mais elle peut aller en appel, à moins que la Cour n'ait pas bien fait son travail. Elle a une condamnation qui est justifiée, d'autant plus que la population, dans le cynisme politique mondial, veut que ça arrête. Alors, tout le reste, le regarde. Mais ce qui colore beaucoup le débat, Mathieu, si tu permets, voyons le sondage, parce que le dernier en ligne ces derniers jours la met en avance, Mme Le Pen, pour la première fois. S'il y avait élection présidentielle maintenant, dans le contexte actuel, donc au premier tour, elle aurait une avance très, très forte là, à l'échelle française. C'est beaucoup. Mais là, ça la sort du jeu, là. Mathieu, pour elle, c'est échec et mat, là, en ce moment? Alors, il y a un chemin, c'est-à-dire la question, c'est, imaginons que l'appel, donc parce que là, l'enjeu, c'est l'appel qui pourrait renverser la décision. Imaginons que ce soit dans 6 mois. Imaginons que ce soit dans 6 mois, mais personne ne s'imagine que ça va être dans 6 mois parce que le rythme de la justice en France, il est assez lent. Mais imaginons que ce soit dans 6 mois, ça pourrait renverser, évidemment, la décision. Mais puisqu'on s'attend à ce que l'appel ait lieu après la présidentielle, ou imagine qu'il ait lieu en février 2027, donc quelques semaines avant l'élection présidentielle, la vie politique se serait réorganisée autrement. Donc, il faudrait que l'appel soit très rapide, premier élément. Deuxièmement, et ça, je pense que c'est pas un détail, dans l'ensemble de la vie politique française, ces résultats sont pris au sérieux. C'est-à-dire, Marine, le deuxième tour, c'est pas certain qu'elle gagnerait, mais elle est très, très nettement première aujourd'hui. Et j'entendais François-Xavier Bellamy aujourd'hui. François-Xavier Bellamy, c'était le chef de la tête de liste des Républicains, la droite classique aux européennes. Il dit, donc, il y a 1 an et demi. Il disait, c'est un jour sombre pour la démocratie française aujourd'hui. Et des déclarations comme celle-là, tu vas les trouver dans l'ensemble de la classe politique. C'est sûr. Et un instant, moi, je pense que sur cette question-là, la France, en plus, il faut savoir, la justice en France est idéologiquement orientée, c'est connu. Les magistrats sont souvent syndiqués autour de syndicats qui sont marqués à gauche, à l'extrême gauche, et ainsi de suite. Et ces dernières années, on notera que les politiques qui ont été condamnés à répétition, Nicolas Sarkozy, François Fillon, plus récemment Éric Zemmour, pour différentes raisons, il y a un biais idéologique qui fait en sorte que plusieurs voient dans cela une décision politique. Il faut simplement le garder à l'esprit, on peut être en désaccord. Est-ce que c'est possible qu'ils aient commis des crimes? Est-ce que c'est possible que la justice ait à se prononcer sur des personnes qui ont détourné des fonds, qui ont, que ce soit dans le cas de Fillon, que ce soit dans le cas de Sarkozy? Est-ce que cette hypothèse-là qu'il y ait des politiciens qui aient commis des crimes existe? Et qu'on l'a. Juste à dire un élément, le procès a duré 45 mois. Pour quelle raison il a duré 45 mois? Parce que la défense de Mme Le Pen et du Rassemblement national a fait retard sur retard, demandé remise sur remise pour arriver à ce moment-ci puis dire, ah ben voyons, regardez, on ne va pas pouvoir se présenter en 2027. Non. 45 mois. Non, mais c'est absurde. Un instant. Non, c'est que c'est un procès qui, en tant que tel, fonctionne en plus avec une interprétation rétroactive des lois. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais globalement, on décide de juger des faits antérieurs à partir d'une loi nouvelle qui n'a pas le droit d'être rétroactive.
Le fait, c'est pas une interprétation rétroactive. À la fois. Ouais, à la fois. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a une espèce de politisation du droit dans les circonstances. Puis personne dit que les politiciens qui commettent des crimes ou des délits ne doivent pas être sanctionnés. Tout le monde le dit, ça va de soi. Mais le fait est que décider d'éjecter du jeu politique un acteur majeur ainsi, je pense que tout le monde y voit un but démocratique. Gaétan, 10 secondes chronométrées. 10 secondes. Si elle a commis des fautes au sens de la loi, au moment où la loi existait et qui sanctionnait ces fautes-là, c'est pas l'interprétation rétroactive, c'est une faute qui doit être sanctionnée, point à la ligne. Bougez pas, on va aller à la pause. Au retour, on revient chez nous. Carl Blackburn qui confirme qu'à la 11e heure se lance dans la course à la direction au Parti libéral du Québec. Dans un moment, à la joute. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave. À la limite, les Français en ont marre. Mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. Parce que je vais vous dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait... Hein? En termes de Resto du Cœur, en termes d'opération Piège jaune. Pendant la pause, on a retrouvé l'extrait dont Yacine parlait. Donc, c'est en 2008. Marine Le Pen qui dénonçait... 2004, pardon. Marine Le Pen qui dénonçait les détournements de fonds parce que c'est un phénomène qui dure depuis longtemps en France. Mathieu, c'est un peu embarrassant pour elle quand on revoit ce qu'elle disait en 2004. Ce qui est bon pour Minou devrait être bon pour Pitou, là, ou l'inverse, non? Alors, je ne veux pas me porter à sa défense exagérément parce que j'ai beaucoup de réserves sur elle, mais le fait est qu'elle dénonçait à l'époque l'enrichissement personnel. Je pense que c'est juste la notion qu'on doit garder à l'esprit. Puis ensuite, moi, j'ajoute, les parlementaires français ont voté dans les suites de l'affaire Cahuzac il y a quelques années des lois très, très, très sévères en ces matières qui remontent, qui ont voulu être plus catholiques que le pape en matière de financement des partis et ainsi de suite. Ça leur revient au visage. Ça, tout le monde en convient aujourd'hui. Mais cette déclaration-là parlait d'autre chose. Ça parlait pas des rapports avec le Parlement européen. Ça parlait des hommes politiques qui pigent dans la caisse pour le mettre dans leur portefeuille. C'est autre chose. Mais quand ils le mettent dans le portefeuille de leur conjoint puis de leur sœur, ça passe. Exactement. Non. C'est correct. C'est tout. C'est la même chose. Pas personnel, c'est familial. Et puis, tu peux faire une cause, Mathieu, en disant que ce que tu amènes à ton entourage peut te permettre d'accéder au pouvoir et avoir un bénéfice personnel. C'est pas ça dont on parle. Le droit est écrit de quelle manière que ça se dit. Mathieu, tous les partis politiques à Bruxelles, à peu près, ont été accusés de choses semblables. Oui, c'est pour ça qu'ils dénoncent, c'est pour ça qu'ils sont solidaires. Le Parlement européen a changé ses règles entre-temps sur l'utilisation des fonds, parce que le fond des choses, au-delà des quelques exemples de cœur. Ils ont tous demandé des lois plus sévères. Là, il y a une loi sévère qui est appliquée, puis ils ne sont pas contents. Écoute, si vous permettez, Mathieu, j'ai une question pour toi. À 1 an et demi à l'avance, Bardella, le numéro 2 du Rassemblement national, est-ce qu'il y a l'envergure qu'il faut pour chausser les souliers de Mme Le Pen, si on va là? Si on regarde sa cote de popularité dans les sondages, elle est réelle. Ensuite, il est plutôt jeune, ça tout le monde en convient. Mais par ailleurs, il y a eu un moment d'espèce de rajeunissement de la classe politique française depuis Emmanuel Macron, donc il y a des jeunes un peu partout. Enfin, il a passé le test des européennes. Il a eu un mauvais résultat aux législatives, mais il n'est pas mauvais, il manque pas de talent. Probablement qu'il manque un peu de maturité, mais bon, on verra bien. Cela dit, Marine Le Pen prétend encore qu'elle réussirait à être candidate en 2027. On verra bien, mais pour l'instant, elle n'a pas encore passé le flambeau. Peu de maturité versus peu de jugement. Qu'est-ce que tu veux? Tu choisis quoi? À suivre dans la politique française, décidément. Mathieu, Yasmine et Gaétan, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Le TV Nouvelle suit à l'instant. Je vous retrouve à 19h au bilan. J'aurai entre autres Carl Blackburn, dont on va vous parler, qui se lance dans la course au leadership libéral. À tout de suite.